Février 2026. Le Maroc respire une chaleur sèche, presque minérale. Le ciel est clair, l'air dense. Et pourtant, dans les vestiaires sénégalais, il n'y a pas d'explosion. Pas de cris, pas de danse frénétique. Le Sénégal est redevenu champion d'Afrique. Mais ce soir-là, ce n'est pas l'euphorie qui domine, c'est le silence. Un silence lourd, mature, presque stratégique, parce que dans ce vestiaire, une vérité circule sans être prononcée. Ce trophée n'est pas une fin, c'est un passage. Le Sénégal domine, le Sénégal impressionne, le Sénégal semble armé pour le monde. Sur le continent, la hiérarchie paraît claire. Une équipe solide, mature, puissante dans les duels, intelligente dans la gestion des temps faibles. Une sélection qui a appris à gagner et surtout à ne plus trembler. Mais le football international est un territoire impitoyable. Il ne respecte ni les statuts ni les souvenirs. Il ne protège pas les champions. Il les expose. Car dans ce sport, l'image est un piège. Ce qui triomphe aujourd'hui devient la cible prioritaire demain. Ce qui fascine est étudié image par image. Ce qui rassure est démonté, analysé, disséqué par des staffs techniques obsédés par le moindre détail. Le haut niveau est une guerre d'adaptation permanente. Et l'histoire récente du football mondial le prouve, les équipes qui restent figées dans leur propre réussite finissent toujours par être rattrapées. La vérité est simple et brutale. Gagner crée de nouvelles vulnérabilités. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas une Coupe d'Afrique agrandie. Ce ne sera pas une compétition familière ni un terrain connu. Ce sera un labyrinthe logistique et mental. 3 pays, les États-Unis, le Mexique, le Canada, des distances inédites, des climats opposés, des altitudes variables, des fuseaux horaires qui grignotent les cycles de récupération. On peut maîtriser un adversaire. On peut préparer un système, mais on ne contrôle jamais totalement l'usure. Ce qui fonctionne à Dakar sous la ferveur du public peut vaciller sous la pression froide d'un stade à Dallas. Ce qui s'impose avec autorité à Abidjan peut perdre en précision dans l'altitude de Monterrey. Le rythme change, la température change, l'environnement change, et parfois ces micro-variations suffisent à déséquilibrer une mécanique pourtant bien huilée. C'est là que la différence se crée. Pas dans le talent brut, pas dans l'élan populaire, mais dans la capacité à absorber l'imprévu. Le Sénégal entre désormais dans une autre catégorie, celle des équipes attendues. Et être attendu dans un mondial est un poids invisible. Les adversaires ne cherchent plus à survivre face à vous. Ils cherchent la faille, ils ferment les espaces, ils ralentissent le jeu, ils transforment chaque match en duel d'endurance mentale. Dans ce contexte, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient de l'intérieur, de la tentation de croire que ce qui a fonctionné hier suffira demain, de la répétition des automatismes devenus lisibles, de la confiance qui glisse lentement vers la suffisance. Et au cœur de cette transition, il y a un homme qui ne surjoue rien. Pape Thiaw ne construit pas son autorité dans le bruit, il ne promet pas de révolution spectaculaire, il installe une cohérence, il anticipe les scénarios avant qu'ils ne surgissent. Il comprend que la Coupe du Monde n'est pas une succession de matchs, mais une épreuve d'usure progressive où les certitudes se dissolvent une à une. Son défi n'est pas de faire briller le Sénégal, son défi est de le rendre durable. Parce qu'au plus haut niveau, la vraie grandeur ne réside pas dans la domination ponctuelle, elle réside dans la capacité à rester stable quand tout devient instable. Le Sénégal impressionne, oui. Mais pour survivre en 2026, il devra faire plus que cela. Il devra se réinventer sans se trahir, changer sans se déséquilibrer, avancer sans se regarder dans le miroir de son passé. Et c'est précisément là que commence la vraie bataille. Pape Thiaw n'est pas un homme de slogan. Il ne parle pas pour remplir le vide. Il ne cherche pas la formule qui fera le tour des plateaux télé. Pendant que le débat public s'agite, lui ralentit. Il observe les attitudes à l'entraînement. Il analyse les regards dans le vestiaire. Il écoute les silences, ces silences qui en disent souvent plus long que les déclarations d'après-match. Car dans une sélection championne, tout ne se voit pas. Le vrai danger n'est pas toujours tactique, il est psychologique. Thiaw le sait, le plus difficile n'est pas de conquérir, c'est de rester vivant après avoir conquis. Sa mission ne consiste pas à prolonger un héritage comme on entretient un monument. Il ne veut pas exposer un titre dans une vitrine. Il veut empêcher qu'il se transforme en pièce de musée. Une équipe qui commence à célébrer son passé plus qu'elle ne prépare son avenir entre déjà dans une lente érosion. Le football de très haut niveau est impitoyable. Il punit la complaisance. Il sanctionne la répétition. Il expose la moindre routine devenue trop lisible. Une équipe championne est toujours en danger. Danger de suffisance. Quand la victoire
victoire devient une habitude et que l'effort perd son urgence. Danger de répétition, quand les circuits de jeu, autrefois imprévisibles, deviennent des schémas attendus. Danger d'asphyxie tactique, quand le système, trop rigide, ne respire plus face aux adversaires qui s'adaptent. Thiaw ne craint pas l'adversaire autant qu'il craint l'immobilisme. Il sait que chaque succès crée une nouvelle pression. Les adversaires ne jouent plus pour rivaliser, ils jouent pour faire tomber le favori. Chaque match devient un piège potentiel, chaque détail est étudié, disséqué, neutralisé. Dans ce contexte, la seule réponse possible est l'évolution permanente. Et c'est là que commence le vrai travail. Un travail qui ne fait pas la une, un travail qui ne déclenche pas d'ovation, un travail presque ingrat. Réajuster les distances entre les lignes, tester des variantes de pressing, introduire progressivement de nouveaux profils sans casser l'équilibre humain du groupe. Maintenir la faim tout en protégeant la confiance, créer de la concurrence sans installer la peur. C'est un travail chirurgical. Chaque décision pèse. Chaque choix d'intégration ou de mise à l'écart peut modifier la dynamique interne. Une sélection est un organisme fragile. Trop de confort la ramollit. Trop de tension la fracture. Le sélectionneur marche sur une ligne étroite entre stabilité et renouvellement. Thiaw avance sans bruit, mais avec une idée claire. Le Sénégal ne doit pas seulement être fort, il doit rester adaptable. Parce qu'au plus haut niveau, la différence ne se fait pas sur l'intensité d'un match, mais sur la capacité à durer dans un tournoi long, imprévisible, émotionnellement épuisant. Ce n'est pas le talent qui s'érode en premier, ce sont les repères. Alors il reconstruit sans détruire, il ajuste sans bouleverser, il refuse le confort de la répétition. Le public voit un champion, lui voit une structure à protéger contre le temps. Et c'est peut-être cela, la marque des grands sélectionneurs, comprendre que la victoire d'hier n'est qu'un point de départ, que le sommet n'est jamais un lieu où l'on s'installe, que dans le football moderne, la vraie ambition ne consiste pas à conserver un titre, mais à empêcher son équipe de se figer autour de lui. Pendant que les caméras s'attardent sur les visages connus, sur les leaders installés, sur les héros déjà validés par l'opinion, le vrai chantier se déroule ailleurs. Plus bas, plus discrètement, dans les salles vidéo, sur les terrains d'entraînement fermés au public, dans ces discussions techniques où l'on parle moins de noms que de mécanismes. Le staff sénégalais ne travaille pas seulement sur la rotation. Il construit ce que l'on pourrait appeler une profondeur fonctionnelle, pas des remplaçants au sens classique, des équilibres alternatifs, des solutions capables de modifier la structure sans la fragiliser. Et dans cette logique, Andy Diouf n'est pas un pari médiatique, c'est une pièce stratégique. Le public voit un jeune milieu moderne, puissant, élégant, balle au pied, un profil prometteur. Pape Thiaw voit autre chose, il voit une soupape, parce qu'un mondial n'est jamais linéaire. Il y a toujours ce moment cruel, celui où le favori est mené contre le cours du jeu, celui où le plan A se fissure, où le pressing devient nerveux, où les passes se précipitent, où l'urgence fracture les lignes et isole les attaquants. C'est là que beaucoup d'équipes se perdent. L'instinct pousse à forcer, à verticaliser trop vite, à envoyer long, à transformer le match en chaos. Mais le chaos profite rarement aux favoris. Il favorise l'équipe qui n'a rien à perdre. Diouf, lui, apporte l'inverse. Là où d'autres dégagent pour se libérer d'une pression, il conserve pour la maîtriser. Là où certains s'affolent, il ralentit. Il attire le pressing comme on attire une vague. Il accepte le contact, absorbe l'énergie adverse, puis libère dans un espace minuscule que lui seul semblait voir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours visible sur les résumés. Mais c'est vital. Dans un tournoi long, la gestion des émotions est aussi importante que la gestion des espaces. Un joueur capable de calmer un bloc entier par une simple conservation de balle devient un régulateur mental. Il envoie un message implicite à ses partenaires, le contrôle est encore possible. Et dans un mondial, ce message peut inverser une trajectoire. La profondeur fonctionnelle, c'est cela. Anticiper le moment où le système principal ne suffit plus. Prévoir l'instant où le rythme doit changer sans que l'identité ne disparaisse. Offrir au collectif une respiration sans le désorganiser. Diouf n'est pas là pour remplacer une star, il est là pour protéger une structure. Car dans les grandes compétitions, les équipes ne tombent pas toujours parce qu'elles manquent de talent, elles tombent parce qu'elles perdent leur calme, parce qu'elles confondent urgence et précipitation. Un joueur de highlights peut faire lever un stade, un joueur de survie peut faire gagner un tournoi. Et sur la durée d'une Coupe du Monde, la survie, maîtrisée, intelligente, collective, vaut infiniment plus que le spectacle.
Sur les côtés, le football moderne ne pardonne rien. Le couloir est devenu un champ de bataille permanent, un espace où l'on doit courir, réfléchir, anticiper, corriger, souvent en une fraction de seconde. Trop haut, vous laissez un boulevard dans votre dos. Trop bas, vous coupez l'élan offensif et vous isolez votre allié. Il n'y a pas de position confortable, il n'y a que des choix à assumer. Dans les grandes compétitions, ces choix deviennent décisifs. Le latéral moderne n'est plus seulement un défenseur, il est un régulateur d'équilibre. Il doit comprendre le tempo collectif, sentir le moment exact où monter, percevoir l'instant où temporiser. Monter pour exister est une tentation permanente, mais monter sans lecture, c'est fragiliser tout un bloc. Et c'est précisément là que le profil d'Aliou Fadera prend une autre dimension. Il n'est pas celui qui accumule les gestes spectaculaires. Il ne joue pas pour faire lever les tribunes. Il joue pour maintenir la structure. Son volume de course est constant, presque austère. Il répète les efforts sans désorganiser l'ensemble. Il comprend que dans un tournoi long, l'excès d'enthousiasme peut coûter plus cher que le manque d'audace. Fadera choisit ses montées comme on choisit ses combats. Il ne se projette pas pour exister dans le match. Il se projette quand le collectif le permet. Il sait que chaque course vers l'avant doit être compensée, pensée, anticipé. Il ferme les angles avant même que l'ailier adverse n'ait identifié la faille. Il réduit les espaces, impose un doute, oblige l'attaquant à jouer vers l'intérieur, là où l'aide défensive attend. Ce travail est souvent invisible. Les statistiques retiennent les passes décisives. Les résumés montrent les centres décisifs. Mais ce qui ne se voit pas, ce sont ces courses défensives qui empêchent un 1 contre 1 dangereux. Ces placements préventifs qui évitent un centre en retrait. Ces micro-ajustements qui protègent un défenseur central déjà sous pression. Dans un mondial, ces détails pèsent lourd. Parce qu'à ce niveau, les adversaires ciblent précisément les couloirs. Ils étirent le bloc. Ils provoquent un isolement. Ils cherchent l'erreur de placement. Une seconde de retard et la sanction tombe. Un appel mal suivi et le match bascule. Dans ce contexte, vous n'avez pas toujours besoin d'un héros flamboyant. Vous avez besoin d'un couloir qui ne cède pas, d'un joueur capable de résister à la tentation permanente de se découvrir, d'un profil qui accepte l'ombre pour protéger la lumière. Fadera incarne cette maturité, cette compréhension que l'équilibre est une force silencieuse. Il ne cherche pas à briller individuellement, il cherche à maintenir l'architecture collective. Et dans un tournoi où la fatigue mentale s'accumule, où chaque déplacement use un peu plus les corps, cette discipline devient une arme. Car le football de très haut niveau n'est pas qu'une question d'inspiration, il est une question de stabilité. Et parfois, la différence entre une équipe qui sort au premier coup de vent et une équipe qui traverse la tempête tient à cela. Un couloir solide, intelligent, indiscipliné dans l'effort, mais discipliné dans la décision. Dans l'ombre des attaquants, dans le bruit des grands noms, il y a ces joueurs qui tiennent la structure. Ceux qui ne font pas la une, mais qui empêchent les autres de la faire contre vous. Dans un mondial, cela peut suffire à changer une trajectoire. Il existe dans un match de très haut niveau des territoires que les caméras effleurent à peine, des zones intermédiaires, ni totalement défensives, ni franchement offensives, des espaces où l'on ne marque pas forcément, mais où l'on décide pourtant du rythme, de l'équilibre, de la respiration collective. C'est là que se joue une partie du vrai football, un football sans glamour, sans ralenti spectaculaire, sans musique dramatique. Pape Demba Diop appartient à ces territoires discrets. Son parcours raconte déjà quelque chose. Formé au Sénégal, confronté très tôt aux exigences européennes, façonné en Belgique, durci en Allemagne, affiné en France. Chaque étape l'a obligé à apprendre une nouvelle langue tactique, un nouveau tempo, une nouvelle culture du jeu. Ce type de trajectoire ne produit pas seulement un joueur, il forge une intelligence. En Belgique, il a appris la rigueur positionnelle. En Allemagne, l'intensité et la discipline collective. En France, la gestion des espaces et la lecture du tempo. S'adapter ou disparaître. Voilà la règle. Et Diop a choisi de s'adapter. Dans une sélection déjà riche en cadres, en personnalités affirmées, en leader naturel, il n'a pas cherché à imposer sa voix. Il n'est pas un centre autour duquel tout s'organise. Il est un lien, un connecteur, un régulateur silencieux. Ce rôle est souvent sous-estimé.
Dans les grandes compétitions, on parle des titulaires indiscutables, des buteurs, des capitaines. Mais un tournoi ne se gagne pas uniquement avec 11 joueurs. Il se gagne avec ceux qui savent entrer sans briser l'équilibre. Imaginez la scène, 63e minute. Le match est tendu, les lignes commencent à s'étirer, les milieux fatiguent, le rythme s'accélère sans contrôle, l'adversaire pousse, le public gronde. C'est précisément à ce moment-là qu'un profil comme Diop devient précieux. Il entre, il ne force rien. Il observe. En quelques secondes, il lit la géométrie du match. Où sont les espaces? Où se crée le déséquilibre? Quelle zone a besoin d'être stabilisée? Il se positionne entre les lignes, offre une solution courte, puis disparaît pour réapparaître ailleurs. Il ne monopolise pas le ballon. Il fluidifie la circulation. Il ajuste sans bruit. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible dans les statistiques, mais c'est fondamental parce qu'un match de Coupe du Monde ne bascule pas uniquement sur un geste génial. Il bascule souvent sur un moment de maîtrise retrouvée, un contrôle sous pression, une passe simple mais juste, un déplacement qui referme une brèche. Dans ces instants, Diop n'est pas là pour porter l'équipe sur ses épaules. Il est là pour l'empêcher de se fissurer, pour éviter que l'urgence ne transforme l'organisation en chaos. Et parfois, une Coupe du Monde se décide exactement sur ce type d'entrée. Pas sur un nom affiché en grand, pas sur un coup d'éclat, mais sur un joueur capable de comprendre en silence ce que le match exige. Dans les zones que les caméras captent mal, là où le football se joue sans lumière artificielle, se trouvent souvent les clés des grandes trajectoires. Et Pape Demba Diop est de ceux qui savent y exister. On réduit souvent la défense sénégalaise à sa puissance, à l'impact, au duel gagné, à cette impression de mur compact, difficile à fissurer. Oui, il y a de la force. Oui, il y a de l'intensité. Mais croire que la solidité du Sénégal repose uniquement sur les épaules et les duels serait une lecture incomplète. La vraie force est ailleurs. Elle est dans la structure. Une défense moderne ne tient pas seulement par la robustesse individuelle. Elle tient par les distances, les compensations, les lectures collectives. Elle tient par cette capacité à changer d'organisation sans perdre sa cohérence. Et dans cette mécanique, Malang Sarr n'est pas un totem. Il est un rouage essentiel. Il n'est pas le défenseur qui cherche l'image forte, le tacle spectaculaire, le duel qui enflamme les tribunes. Il est un mécanisme, une pièce capable de s'insérer dans plusieurs systèmes sans provoquer de déséquilibre. Défense à 3, il comprend les couvertures latérales, les bascules, les sorties contrôlées. Défense à 4, il ajuste ses distances, ferme l'axe, sécurise le couloir. Bloc haut, il gère la profondeur. Bloc bas, il protège la surface avec discipline. Cette polyvalence n'est pas un luxe dans une Coupe du Monde, c'est une nécessité. Car un mondial impose des adversaires au profil radicalement différent. Une équipe qui presse haut et étouffe, une autre qui attend et contre, une troisième qui multiplie les centres et cherche la seconde balle. Si votre défense ne sait jouer que d'une seule manière, elle devient prévisible. Sarr apporte cette continuité tactique, cette capacité à absorber le changement sans perdre l'équilibre. Et surtout, il maîtrise une qualité rare dans un football obsédé par l'agressivité, l'art de ne pas intervenir. Aujourd'hui, le duel est devenu un spectacle. Les défenseurs sont encouragés à sortir fort, à attaquer le porteur, à imposer leur présence. Mais à très haut niveau, chaque sortie mal calculée ouvre une brèche. Chaque duel mal choisi peut casser toute la ligne. Savoir ne pas attaquer est une intelligence. Temporiser, retarder, forcer l'adversaire à jouer là où l'on veut qu'il joue, protéger l'axe plutôt que chercher le geste héroïque. C'est une maturité qui ne s'apprend pas en une saison. Elle se construit dans l'expérience, dans les erreurs digérées, dans la compréhension du risque. Dans un mondial, l'émotion est permanente. Le rythme est nerveux. La tentation d'intervenir trop vite est grande. Et c'est souvent là que les équipes se désorganisent. Les plus bruyants attirent les regards. Les plus lucides protègent les trajectoires. Un tournoi mondial ne récompense pas ceux qui gagnent le plus de duels spectaculaires. Il récompense ceux qui encaissent le moins d'erreurs de lecture, ceux qui savent quand accélérer, quand reculer, quand fermer plutôt que frapper. Malang Sarr incarne cette défense réfléchie, une défense qui ne vit pas dans la réaction mais dans l'anticipation, une défense qui ne cherche pas à impressionner mais à durer. Et sur la longueur d'une Coupe du Monde, la lucidité pèse plus lourd que le bruit. Il y a des joueurs qui grandissent sous les projecteurs. Et puis, il y a ceux qui se construisent dans l'ombre. Ousmane Diouf appartient à cette deuxième catégorie. Il n'alimente pas les débats enflammés. Il ne fait pas la une des journaux sportifs. Mais il évolue dans un environnement où l'exigence est permanente.
Le Danemark n'est pas un championnat de bruit, c'est un laboratoire de rigueur. Là-bas, le football ne tolère ni approximation ni relâchement. Chaque erreur est immédiatement punie. Chaque perte de concentration coûte un but, un point, parfois une place dans le 11. Ce type de contexte forge autre chose que du talent. Il forge la discipline. Diouf a appris à jouer simple quand il le faut, à respecter les distances, à ne pas sortir de sa zone pour le geste inutile, à comprendre que la constance vaut souvent plus que l'éclat ponctuel. Cette austérité tactique n'est pas spectaculaire, mais elle est précieuse dans un tournoi où la moindre faille est exploitée sans pitié. Son intégration progressive en sélection ne doit rien au hasard. Elle n'est pas une récompense symbolique. Elle est un message stratégique. Personne n'est installé, personne n'est protégé par le passé. Dans une équipe championne, le danger est souvent interne. Le confort s'installe, les hiérarchies se figent, les automatismes deviennent des certitudes. Introduire un profil comme Diouf, c'est maintenir une tension saine. C'est rappeler que la place se mérite à chaque rassemblement. Mais ce renouvellement doit être maîtrisé. Trop brutal, il fracture le groupe. Trop lent, il l'endort. Le staff avance avec précision en intégrant sans bousculer, en testant sans exposer inutilement. Et puis, il y a Nobel Mendy. Lui représente autre chose. Une projection, une promesse en construction, athlétique, rapide, encore imparfait. Oui, mais conscient. Conscient de l'écart qui le sépare du très haut niveau, conscient du travail qu'il reste à accomplir. Et c'est précisément cette lucidité qui rend son profil intéressant. Son intégration n'est pas dictée par l'urgence, elle n'est pas une solution immédiate à un problème actuel, elle est un signal. Un signal envoyé au groupe, le futur est déjà en marche. Un signal envoyé au cadre, la concurrence est permanente. Un signal envoyé à lui-même, le très haut niveau s'apprend par l'exposition contrôlée. Dans les grandes sélections, la transition mal gérée est souvent synonyme de chute brutale. On attend trop longtemps, puis on change trop vite. Le résultat est un déséquilibre. Le Sénégal tente autre chose, anticiper. Introduire progressivement, préparer l'après sans fragiliser le présent, permettre aux jeunes de s'imprégner de l'exigence, du rythme, de la pression sans leur imposer immédiatement le poids du résultat. Parce que le renouvellement n'est pas une menace, il est une assurance contre la stagnation, une garantie contre la fossilisation, une manière d'empêcher le groupe de se regarder dans le miroir de ses exploits passés. Dans un mondial, les équipes qui durent sont celles qui savent évoluer avant d'y être contraintes, celles qui acceptent l'inconfort de l'ajustement plutôt que le confort de la répétition. Diouf incarne la rigueur silencieuse, Mendy incarne l'avenir assumé. Ensemble, ils racontent quelque chose de plus large, un Sénégal qui ne se contente pas de défendre un statut, mais qui prépare déjà la prochaine étape. Et dans le football international, cette capacité à penser le temps long peut faire la différence entre une génération brillante et une dynastie durable. La Coupe du Monde est une véritable épreuve d'usure où la fatigue physique et mentale met les équipes à l'épreuve. Les automatismes s'effritent, mais ce sont surtout les esprits qui cèdent en premier. Le Sénégal ne cherche pas à écraser ses adversaires, mais à durer. Rester lucide, discipliné et équilibré face à la pression. Gagner sans dominer, dominer sans s'exposer, souffrir sans paniquer. Voilà les clés pour survivre dans un tournoi où chaque détail compte. La vraie force ne réside pas dans le talent ou l'éclat, mais dans la capacité à muter, s'adapter et rester solide quand tout vacille.